Il y a des pièces devant lesquelles on ne parvient pas à applaudir. Les quelques personnes qui osent taper dans leurs mains émettent des sons hésitants, comme s'ils reconnaissaient le génie de la pièce sans pouvoir se résoudre à aimer son contenu. C'est ce qui m'est arrivé devant Skrik, la pièce que j'ai vue récemment. Le festival Kicks continue, mais avec un sujet plus glauque. Si j'abandonne une partie de moi que j'adapte, relater la vie et le bonheur de plusieurs personnes, cette fois c'est l'histoire plus personnelle d'une fille qui nous est racontée. Mis en scène par Elisabeth Woronoff, Skrik nous plonge dans le subconscient d'une femme qui se rappelle du viol incestueux dont elle a été victime enfant. Avant de faire cette vidéo, je me suis demandé comment parler d'une chose que je n'ai pas vécue. Est-ce que j'en suis légitime ? En soi, je ne suis bonne qu'à faire des blagues douteuses sur le sujet. Mais c'est méchant ça. Plus méchant qu'un viol d'enfant? Simplement parce que pris au sérieux, ce sujet est affreux. Il me dégoûte, me répugne, me débecte, tous les synonymes possibles de dégoût. Je ne saurais pas comment l'expliquer mieux que ça. J'ai plus d'estime pour les meurtriers que pour les violeurs. Même si mon estime pour les meurtriers est très basse, je tiens à le préciser. Tout simplement parce que le viol tue intérieurement les victimes, d'une façon perverse. Il mettait d'ailleurs parfaitement ça en scène dans Skrik. De retour au présent, le personnage principal confesse que chaque fois qu'elle essaye de vivre, elle finit par mourir. C'est ce qu'on appelle le choc traumatique. Le mur est devant toi, tu te le prends une fois, puis encore une fois, et puis encore, et encore. Tu n'arrives pas à réaliser que tu pourrais le contourner et donc tu te le prends encore. Heureusement pour la femme, elle commence à voir le mur. Elle se rappelle petit à petit de son passé. Après la mort de sa mère, elle est partie vivre avec son père, chez sa tante et le mari de cette dernière. C'est à partir de là que tous les acteurs, non pas de la pièce de théâtre, mais du drame, sont entrés en scène. La victime, jeune et sans défense. Le père de la victime, qui ne verra jamais rien. La sœur du père, qui verra mais ne dira rien. Le mari de la sœur, l'oncle, l'antagoniste. Et pour finir, la spectatrice de ses propres souvenirs, le double plus vieux de la victime. Et autour de tout ça, il y a nous. Le public qui ne peut qu'essayer de comprendre ce qu'il regarde. Entre chants, danse, pâture, ce spectacle était puissant. Il avait cette touche décalée qui me plaît tant dans l'art. L'ambiance de la pièce m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à la série de jeux d'escape room Cube Paradox, où l'on voyage également dans le subconscient d'un homme qui ne va pas très bien. À l'instar de ce jeu, la pièce joue avec la réalité et les détails, nous montrant des bris de souvenirs trop précis pour être faux, mais incompréhensibles sans contexte. Un contexte dévoilé à la fin et que beaucoup auraient voulu ignorer. Si le fait que la victime ne veuille pas manger du riz au lait au début nous semble banal, cela change très vite à la fin. Aux origines de ce projet, il y a une peinture. En fait, la pièce rassemble 3 formes d'art différentes. Le théâtre, bien évidemment, mais également la musique avec le morceau Le Roi des Aulpes, Erlkönig en allemand, que la victime chantait souvent. Cet opéra raconte l'histoire d'un père et d'un fils qui rentrent chez eux, poursuivis par le Roi des Aulpes. Ce roi est invisible pour le père, mais menace et agresse son fils. Le fils a beau crier, dire à son père qu'il y a un problème, son père ne l'entend pas. Dans la pièce justement, la tante demande au père « Que chante ta fille ?» Et le père ne sait pas lui répondre. Alors que ce qu'elle chante, c'est un appel à l'aide. Et la troisième forme d'art est la peinture. La pièce est inspirée par le tableau Le Cri de Munch. Skrik voulant dire cri en norvégien. Ce tableau représente un cri que nous n'entendrons jamais parce que nous n'étions pas présents à ce moment-là. Nous voyons ce cri, mais nous ne l'entendrons pas. Le fait de voir un son peut être abstrait, mais il avait cette touche décalée qui me plaît tant dans l'art. Voilà. Cependant, si la peinture représente un homme pris de peur devant un ciel rouge sang, la pièce, elle, fait résonner le cri silencieux d'une fille violée par son oncle. Ce viol est le paroxysme de la pièce. Ils en parlent tout du long de la scène. Les acteurs montraient ce qui se passait avant et après. Mais ce n'est pas ça qui hante la victime. L'ignorance de son père ou le déni de sa tante, même s'ils y contribuent, n'est pas ce qui la fait mourir encore et encore. Cet assassin qui ne tue que l'âme et son viol. Et comme il vaut mieux le montrer qu'en parler, Elisabeth Woronoff brise le tabou et nous montre cette scène. Je vous rassure, l'actrice ne se fait pas violer sur scène. Non, c'est bien plus subtil. Dans ce passage, la victime était au premier plan. L'oncle juste derrière elle tenait un manche d'aspirateur et le tapait contre le sol. Et à chaque fois qu'il tapait contre le sol, la fille réagissait. On comprend vite, et surtout parce qu'ils l'ont dit explicitement, que les coups d'aspirateur représentent la pénétration. Cette scène était très dure à regarder, et rien que l'expliquer, je me sens un peu comme... Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que le thème du festival est le bonheur.
Cependant, j'ai vite compris que ce festival n'a pas pour but de nous rendre heureux, mais plutôt de nous interroger sur le bonheur en général. Et c'est dans cette idée que Skrig nous demande comment peut-on être heureux après un traumatisme? Comment peut-on simplement vivre après ça? Bien, le moyen le plus efficace serait de se souvenir de ce traumatisme pour pouvoir l'effacer. Arrêter de se prendre le mur, comme j'ai dit plus tôt. Mais la mémoire traumatique est capricieuse. Et parfois, le bonheur est impossible.